c'est bon. Ah, c'est bon. On retourne. Du coup, avant de commencer, ceux qui font pas de sécu, je suis désolé, vous allez sûrement rien comprendre. Mais bon, c'est de bonne guerre. Moi, je fais pas d'IA, j'ai bien compris au talk précédent. Mais vous pouvez quand même garder ce rump en tête, et si un jour vous faites de la sécu, vous apprenez les vulnérabilités essentielles de l'exploitation de binaire, etc., vous pourrez ensuite revenir à ce rump, et il y a beaucoup de choses qui feront sens. Mais autrement, je suis vraiment désolé, il n'y a aucun moyen de rendre Puntools accessible à quelqu'un qui fait pas spécifiquement de l'exploitation binaire. Mais bon, ça peut quand même satisfaire votre curiosité, quoi. Du coup, on va y aller, on va parler de Puntools, le CTF Framework. Le logo est ici. Donc Puntools, c'est une librairie Python qui s'adresse à tous ceux qui en ont marre d'écrire des exploits en one-liner dans Bash, / vulnerable, on ouvre des backticks, Python-C, on commence à écrire un bout de shellcode, on écrit une adresse, on met 3A parce qu'on n'est pas sûr que ça marchait, en fait non, on retire les 3A. Bref, vous connaissez sûrement ça si vous faites de l'exploitation de binaire, c'est pas du tout maintenable. Ça peut vous suffire pour faire des épreuves très simples, genre des buffer overflow basiques, mais dès que vous voulez prétendre à des épreuves un petit peu plus compliquées, vous allez voir que Puntools peut vraiment vous ouvrir votre champ des possibles. Donc ici on a la description officielle, donc ce qu'on comprend c'est qu'on va écrire du Python et qu'on va pouvoir écrire des exploits en bonne et due forme, bien beau, bien joli. Donc j'ai essayé ici d'énumérer un petit peu les principaux avantages de Puntools. Donc le premier, c'est que vous allez écrire des exploits qui sont maintenables. À partir du moment où vous n'êtes plus dans votre shell en bash, là, essayez de patcher une ligne de commande vite fait. Vous avez vraiment un vrai script Python. Vous pouvez utiliser votre IDE, vous pouvez utiliser un linter, vous pouvez écrire des tests si ça vous dit. Vous pouvez même mettre des types maintenant avec MIPI. Vous allez également avoir des exploits qui sont portables. Vous pouvez commencer votre travail sur votre laptop qui est sous Linux, le terminer sous macOS, l'exécuter sur la machine distante, vous pouvez l'envoyer à un collègue. Tant qu'il y a un interpréteur Python à l'endroit où vous exécutez votre exploit, il aura toujours le même résultat et vous n'aurez pas de surprise. C'est reproductible parce que maintenant vous avez en fait une durée de vie pour votre exploit qui est conditionnée par l'exécution du script Python, en fait. Donc vous savez que vous êtes toujours dans le même état, c'est-à-dire que votre exploit ne dépend plus de est-ce que j'ai exécuté une commande avant, est-ce que j'ai pensé à mettre une variable d'environnement, est-ce que j'ai bien vérifié si ce fichier-là existait. Non, votre exploit c'est un truc qui se suffit à lui-même et un peu comme un conteneur Docker si vous voulez, et ça vous permet de toujours avoir un résultat qui est prévisible. Et finalement adaptable, parce que souvent les exploits qui sont écrits avec Puntools, on peut les copier-coller et les tweaker un petit peu pour résoudre rapidement une épreuve similaire qu'on a déjà fait. En fait, un exploit que vous écrivez avec Puntools va devenir de la documentation pour un type d'épreuve que vous savez faire, que vous avez l'habitude de faire, et vous pouvez réutiliser ce squelette ensuite à l'infini. Donc pour faire un premier contact avec Puntools, ce que je vous conseille, c'est l'épreuve de punable.kr. Là où il y a marqué bien de l'épreuve, en réalité c'est cliquable, hein, je vous ai mis le PDF dans Talk, et cette épreuve là en fait elle est accessible même à des gens qui font pas de sécurité parce qu'elle ne vous demande pas de connaître les buffer overflow, les formats string ou whatever. La seule problématique qu'elle amène, c'est une problématique de communication et de représentation. En gros, vous avez un binaire en SSH, ce binaire vous allez pouvoir communiquer avec lui et il va vous demander que vous lui envoyez certaines suites d'octets, que certaines variables d'environnement soient set, que certains fichiers existent, et vous allez avoir des problématiques du type comment est-ce que je peux créer un fichier qui s'appelle \n. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire depuis votre shell, ou du moins très difficilement, il faut utiliser des tricks, selon le shell ça change, etc. Et le fait de faire cette épreuve, ça vous permet de vous rendre compte que Puntools, tout ce qui est imprimable, pas imprimable, il le gère très bien et tout, et qui vous retire plein de complexité. Donc Puntools en fait il va éliminer toute la complexité qui est liée au fait de se connecter à l'épreuve, au fait de gérer du binaire, au fait de ouvrir des connexions réseau sur des ports spécifiques, etc. En fait, c'est un framework qui est très très spécialisé et qui couvre parfaitement les besoins du joueur de CTF et de la personne qui fait de l'exploitation de binaire. Si vous faites de la recherche et que vous cherchez à faire de l'exploitation de binaire un peu plus pro, genre vraiment rechercher des vulnes dans des logiciels commerciaux, etc., c'est peut-être pas l'outil qu'il vous faut. Quoique il peut vous servir à faire du prototyping certainement, mais pour tout ce qui est CTF, c'est impeccable. Et les deux gros avantages de Puntools, c'est l'abstraction, tout est abstrait avec des classes Python et l'uniformisation. Donc maintenant, je vous propose de passer rapidement sur quelques features que je trouve sympas dans Puntools et qui peuvent vous donner envie, si vous faites de l'exploitation binaire, de l'utiliser. Donc Puntools, ça s'architecture autour de plusieurs modules. Un de ces modules-là, c'est le module de packing. Donc ça remplace truc.pack, qui est la classe Python, enfin le module Python qu'on utilise traditionnellement pour gérer des octets et gérer leur indianness, etc. L'avantage de packing, c'est qu'il a une API qui est beaucoup plus sympa, il a des noms de fonctions qui sont beaucoup plus explicites. Avec ça, vous allez gérer 32, 64 bits
de manière uniforme, vous allez gérer votre indianness, etc. Donc, pour ceux qui, par exemple, n'ont jamais osé taper dans des épreuves 64 bits parce qu'ils ne savent pas comment formater leurs adresses, etc., utilisez le module packing de PoonTools, ça retire toute la complexité. Vous allez travailler en 64 comme vous avez l'habitude de travailler en 32. Tout d'un coup, ça va bien mieux se passer. Ensuite, on a Cyclic. Donc, Cyclic, c'est un module qui permet de générer des séquences uniques de taille arbitraire où on contrôle l'alphabet, donc des chaînes du genre ABBA, AABB, etc. Et ces chaînes, en fait, elles permettent de retrouver le nombre d'octets qui sont requis pour écraser une cible. Donc, en gros, vous générez une chaîne avec Cyclic, vous lui passez un paramètre n qui est la longueur de la chaîne. La chaîne qui vous renvoie, vous la passez dans une input quelconque de votre programme. Vous espérez que cette chaîne-là va écraser, par exemple, EIP. Admettons que vous êtes dans GDB, vous avez passé la chaîne, vous observez que la valeur de EIP maintenant c'est ABBBB. Ensuite, vous passez ce ABBBB, donc backslash 41, 42, 42, 42 à cyclic find, et il va vous donner le nombre d'octets exact qu'il faut pour arriver à écraser ce point qui vous intéresse. Et donc, l'avantage de ça, c'est que ça vous évite de mettre en dur un nombre qui peut varier au fil des exécutions. On a le module ELF. Donc, PoonTools vous donne la possibilité de télécharger localement un binaire remote avec lequel vous travaillez. C'est généralement le cas quand on fait des CTF, on est en remote. Et une fois qu'on a téléchargé ce binaire en local, on peut le passer dans ELF. À partir de là, on peut remonter quantité d'informations, on peut remonter l'adresse d'un symbole, l'adresse d'une fonction. Et c'est très intéressant de combiner ça avec un leak pour calculer, par exemple, un bypass d'ASLR. Donc, l'ASLR, pour ceux qui font pas de sécu, Address Space Layout Randomization, c'est le mécanisme qui s'assure que les adresses ne sont pas prédictibles quand on débug un programme. On a le module ASM qui nous permet de manipuler des shellcodes. On peut compiler un shellcode. Donc, ce shellcode, il peut soit venir directement de PoonTools, puisqu'on a une librairie de shellcode qui est inclus. Si on regarde la ligne en dessous, on voit que je passe shellcraft.i386.linux.sh à ASM. Et ce que ça me renvoie, toute cette expression, c'est un shellcode sous format binaire prêt à être utilisé que je peux injecter dans mon programme. Ou bien vous pouvez bien sûr compiler vos propres shellcodes. Regardez le fichier shellcode.py que je vous ai envoyé. Là, c'est moi qui ai codé mon shellcode parce que j'avais un besoin très spécifique pour faire une épreuve. Et je l'ai compilé comme ça, j'ai pas eu de tooling ou quoi à installer, tout est inclus dans PoonTools. Et ça, c'est très très fort. On a un autre module qui s'appelle Encoders, qu'on peut coupler à ASM. Et ce qu'Encoders permet, c'est en fait de poser des contraintes sur les octets qui doivent être utilisés dans le shellcode. Donc on a souvent des épreuves en CTF où on a le droit d'injecter un shellcode en mémoire, on a trouvé un trick pour injecter un shellcode en mémoire, mais parce qu'il y a une fonction de la libc qui passe dessus avant, il faut qu'on ait que des caractères alphanumériques, il faut qu'on n'ait pas de \0, ou alors il y a carrément des octets qui sont explicitement interdits. Avec Encoders, vous posez des contraintes, vous dites je veux cet octet-là, je veux pas cet octet-là, je veux pas cette range d'octets-là, et automatiquement il va adapter votre shellcode. Avec ça, vous pouvez speedrunner des épreuves comme pas permis, c'est un délire. Et finalement, on a le module FMT-STR qui vous aide à exploiter des bugs de type format string. Donc, on a surtout une API de génération de payload qui est super efficace et qui rend bien service parce que les payloads de format string, c'est une galère à générer. On a tendance à se perdre. Des fois, il faut générer des payloads en 2 ou en 4 parties. Donc, ça, ceux qui font des formats string connaissent, c'est vraiment un bourbier à faire. Et donc là, c'est très simple. On a un dictionnaire, donc ici, qui s'appelle Writes. Ce dictionnaire Python, il nous dit donc c'est un clé valeur. Dans les clés, on a où est-ce qu'on veut écrire et en valeur, on a ce qu'on veut écrire. Donc vous listez les écritures comme ça que vous voulez faire. Ce dictionnaire-là, vous le passez à write, vous le passez à fmstr payload, la fonction qui est juste en dessous. Vous donnez deux autres informations, le nombre d'octets qui sont écrits avant vous. Donc ça, c'est le paramètre ici qui vaut 8, numWritten, et vous lui donnez également ce qui est dans cet exemple-là le 5, le nème formateur que vous contrôlez, et automatiquement il vous génère votre payload qui passera forcément en mémoire, qui tombera à l'octet pile poil bien. Donc ça, c'est incroyable. Et il y a une autre feature un petit peu gadget qui s'appelle FMT-STR. En gros, c'est un constructeur, vous lui passez en paramètre une fonction qui s'appelle sendPayload. Cette fonction sendPayload, elle renseigne PoonTools sur la manière dont on communique avec le binaire. Donc si le binaire doit respecter un certain format d'envoi, etc., c'est dans cette fonction-là que sont encapsulés tout ça. Et ensuite, PoonTools, il exploite le format string pour vous automatiquement et il vous redonne un shell direct. C'est un petit peu gadget, mais c'est sympa. Je vous conseille de jouer un peu avec. En vrac, quelques petites features sympas dans PoonTools. On a le module log, on a log.info, log.success, log.error, ça fait du logging joli, ça vous fait des exploits bien sympas. Je vais en exécuter un après pour vous montrer la tronche que ça a. Xdump, dès que vous avez un bout de mémoire, vous recevez un buffer, vous savez pas trop ce que c'est, vous le passez dans Xdump et hop, ça vous file comme si vous faisiez en fait un Xdump-C dessus, ça vous donne une jolie output, vous pouvez inspecter votre truc en ASCII et tout. SSH qui abstrait toutes les communications SSH, vous lui donnez username, mot de passe,
host, port, automatiquement vous êtes connecté. À partir de là, vous pouvez créer des fichiers à distance, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et remote qui automatise les communications avec des binaires qui supportent pas SSH, qui sont juste en réseau sur une socket. Ça abstrait pour vous tout ce qui est socket, etc. Même si vous savez pas faire de programmation réseau, vous pouvez taper dans une épreuve, vous vous rendrez même pas compte que vous êtes en remote, quoi. Donc juste pour faire une petite démo, je vais exécuter vite fait. Ah merde, ma fenêtre elle est là. Je vais exécuter vite fait un script PwnTools. Donc je vais exécuter en fait un script qui est que je vous ai envoyé du coup, qui est symbols.py. Donc ce script là, c'est un buffer overflow super classique. Donc ça, vous voyez, c'est un exploit qui a été fait avec PwnTools. Donc, comme je vous disais, on peut l'exécuter à l'infini. On a toujours le même résultat, c'est reproductible. Et du coup, dès que vous vous connectez, ça vous donne plein d'infos utiles, l'OS et tout. Est-ce que la SLR est activée? Dès que vous chargez un binaire, vous avez les infos. Est-ce que la stack est exécutable et tout? Ici, vous avez un exemple du debug de l'affichage en xdump. Et là, vous voyez qu'à la fin de mon exploit, je suis tout simplement dans un shell, en fait. Et PwnTools m'a rendu la main, et à partir de là, je peux cat mon flag et tranquille, quoi. Voilà. Donc en plus d'être pratique, c'est plutôt joli, et ça fait bien quand vous montrez ça à quelqu'un qui fait pas de sécu, il est en mode putain, vous êtes vraiment des hackers, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout passez du temps à regarder les codes que j'ai envoyés. Je me suis fait chier à les écrire, c'est pas pour rien, tu vois.